أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله. C'est avec un plaisir particulier, au-delà des événements, des controverses, des propos malveillants, que je me retrouve ici à Lille. Ça fait un certain nombre d'années maintenant que régulièrement je participe à cette rencontre. J'aimerais saluer les organisatrices et les organisateurs. Cette réunion, elle est importante. Et les propos qui ont été tenus aujourd'hui le sont de la même façon. Un certain nombre d'acteurs de la vie française ont voulu faire de cette rencontre un événement controversé et essayer d'entretenir une polémique. Il n'y a pas de polémique à avoir, il n'y a pas de polémique à entretenir. Il y a un discours à clarifier, il y a une présence à affirmer, il y a un engagement à maintenir et il y a une voie à déterminer. Et donc en l'occurrence, je vais vous demander l'espace de 45 minutes. C'est mon côté égyptien. Et donc, l'espace de 45 minutes, de ne pas applaudir. Si vous entendez quelque chose qui vous plaît, vous le gardez en mémoire. Si quelque chose vous déplaît, vous l'oubliez. Mais en l'occurrence, pour les soucis des thèses à défendre, j'aimerais véritablement qu'on soit dans un moment de réflexion ensemble. Le sujet qui m'a été donné est un sujet qui me tient à cœur, celui de la clarification du discours, et en particulier pour une jeunesse en quête de sens, et je dirais finalement pour des êtres humains en quête de sens. Savoir qui est jeune et qui ne l'est pas dans cette salle tiendrait de la difficulté, mais ce que je sais, c'est que nous sommes tous en quête de sens, nous sommes tous en quête de clarification aussi. Et ce que j'aimerais faire avec vous, c'est pouvoir m'y arrêter pendant un petit moment. Je ne vais pas répondre aux attaques, mais je me permettrai de temps en temps de faire un petit clin d'œil à un certain nombre de propos. Mais ce n'est pas mon but. Mon but, c'est véritablement d'essayer d'être clair sur le discours que l'on tient. À celles et à ceux qui en l'occurrence continuent et perdurent à dire que ce soit l'UOIF ou que ce soit l'ensemble des organisations dans le nord de la France ou que ce soit moi-même, que l'on tient un double discours. Les rencontres comme celle-ci sont la preuve qu'il n'y a jamais de double discours, que ce que l'on tient en public, c'est ce que l'on tient en privé, et que ce propos, par exemple ici, aujourd'hui, il passe en direct sur Facebook, ce sont des milliers qui peuvent le voir. Il faudra qu'on nous explique où est le double discours, au-delà de l'obsession d'un certain nombre de personnes qui ont envie de jeter le discrédit et qui mentent de la façon la plus grossière et la plus infamante pour eux, pas pour nous, parce que finalement, après 35 ans, 40, bientôt 50 ans de travail, 2 générations de travail, la constance du propos, c'est ce qui compte et qui est le témoignage de la rigueur du travail effectué par les organisations qui sont sur le terrain et par un certain nombre d'acteurs. Ça m'amène, en guise d'introduction longue, à simplement dire 3 choses. La première des choses, c'est que nous assistons aujourd'hui, dans le propos politique, comme dans le propos médiatique, mais également dans le propos à l'intérieur de la communauté musulmane, des Français de confession musulmane, à une confusion dans la terminologie, à ne plus très bien savoir de quoi l'on parle, de qui l'on parle et quelles sont les priorités. Et donc quand on parle de clarification, il faut clarifier les définitions, il faut clarifier les notions, mais il faut clarifier aussi la structure du propos. Clarifier un discours, c'est pas simplement les mots que l'on comprend, c'est l'ordre des priorités que l'on organise dans son propos. Et donc en l'occurrence ici, si vous observez ne serait-ce que les mots, on ne sait plus très bien aujourd'hui de qui l'on parle quand on parle des musulmans. On ne sait plus très bien de qui l'on parle quand on parle des islamistes.
On ne sait plus très bien de qui l'on parle quand on parle des djihadistes. Si vous prenez toute une série de mots à l'intérieur du référent musulman, parfois pour les musulmans eux-mêmes et souvent de la même façon pour la société, les termes que l'on emploie ne sont pas clairs quant à leur définition. Ajoutez à cela la confusion qui s'est ajoutée aujourd'hui avec ce qui se passe en Syrie et en Irak, l'État islamique. Donc toute une série. Qui est musulman? Qu'est-ce que l'on entend par islamiste? Qu'est-ce que l'on dit quand on parle de djihadiste? Qu'est-ce que le djihad? Comment est-ce que l'on comprend la notion même d'État islamique? C'est la confusion totale et on utilise ces termes de façon totalement anarchique. Alors c'est pas nouveau, ça fait longtemps que ça dure. Mais j'aimerais vous dire une chose, il y a dans le propos politique comme dans le propos médiatique un certain nombre d'éléments de la confusion qui sont dus à l'ignorance. Il n'y a pas à en douter. Mais il y a aussi une idéologie de l'entretien de la confusion. Il y en a qui tirent profit de la confusion, qui ne disent pas et ne définissent pas les termes, parce que ça les arrange de ne pas être clairs sur ce qu'ils disent. D'abord, ça cache parfois leur ignorance, et ensuite, ça entretient le soupçon. Donc c'est aussi à nous d'avoir la responsabilité de la clarté et de la clarification. Il y a des termes que l'on entend, alors il y a ceux qui sont les musulmans modérés, il y a les libéraux, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit, mais enfin ça fait bien, le mot libéral sonne bien au sens, et on a parfois l'impression que les libéraux, ce sont des musulmans qui sont des musulmans sans aucune affirmation de l'islam comme référent. On ne sait pas très bien non plus ce que cela veut dire. Ajoutez à cela, sur un plan beaucoup plus général, des personnes qui s'octroient le monopole du respect des règles de la République. Et donc en l'occurrence, quand on parle d'être républicain, quand on parle de respecter la loi, quand on parle de respecter la laïcité, quand on parle des démocrates, quand on parle de la liberté d'expression, quand on parle de la même façon de la citoyenneté, eh bien on s'aperçoit là aussi qu'on a des définitions à géométrie variable. Selon que l'on parle d'une certaine citoyenneté ou de la citoyenneté d'un certain nombre de citoyens, et l'expression la plus immédiate de cette dérive dans le propos et les définitions, c'est d'en arriver aujourd'hui en France à différencier les citoyennetés en faisant la différence entre ceux qui seraient citoyens mais pas complètement citoyens parce qu'ils auraient une citoyenneté d'un autre pays qui pourrait être un pays à problème, ou en tout cas un dispositif qui pourrait être également ou des actions qui pourraient mettre à mal leur appartenance, comme si aujourd'hui il y avait quelque part dans la Constitution française la capacité, la possibilité de différencier entre les nationalités ou entre les citoyennetés, comme si certains Français étaient plus français que d'autres. Et donc, en l'occurrence, tout ce débat sur la déchéance de la nationalité est un débat qui montre quelque chose d'extrêmement pervers qui s'est installé dans le discours aujourd'hui. Ne plus savoir dire « nous, citoyens français » et commencer à distinguer entre qui est plus français qu'un autre. Cela, c'est dangereux pour tous. Nous ne sommes pas le seuls à le dire. À l'intérieur de tous les partis politiques, la fracture est consommée entre ceux qui le soutiennent et ceux qui s'y opposent. Et nous aussi, de ce point de vue-là, nous avons à entrer sur ce champ-là. Et puis, même quand on entend un certain nombre de politiques et qu'ils disent « nous », en parlant de la France, ou en parlant de la société d'un point de vue général, on a parfois l'impression que ce « nous » n'est pas un « nous » inclusif. Il y a « nous » et il y a « eux ». Alors déjà, le propos dans la classe politique qui consiste à dire la France, et même de projeter sur la question des cités et des banlieues, l'idée que ce serait une autre France est problématique. Dans le discours politique aujourd'hui, à partir de Paris, la province, comme les cités, comme les banlieues, donne l'impression que c'est une autre France. Que ce qui se passe dans les banlieues n'est que l'expression de problèmes sociaux ou de dérapages. La richesse de la vie dans les cités, la créativité qui s'y est prononcée, les évolutions qu'il y a pu y avoir, au-delà de la gestion parfois discriminatoire, de la discrimination à l'emploi, de la discrimination au logement, eh bien, met en évidence que dans le discours général, il y a déjà une fragmentation de la perception de la société française. Et là, il faut aussi clarifier, dire nous, dire la République, c'est toute la République, de tous les citoyens, de toutes les cités, de toutes les villes, de toutes les provinces et de toutes les classes sociales, de toutes les couleurs, de toutes les origines et de le même avenir, la même société, le même avenir. C'est de ça dont on parle quand on dit nous, non pas simplement le rouge, blanc, bleu quand la France gagne,
qui oublie, quand la France gagne, l'origine d'un joueur de football, mais qui rappelle systématiquement son origine quand un jeune dérape dans une cité. Il est d'origine arabe quand il fait le mal, il est français quand il met un but. Non, 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 oh non, non. C'est moi qui peux être émotif, pas vous. Parce que je pense et j'espère, pour ceux qui sont des renseignements généraux ou du nouveau terme que vous avez, que vous écoutez bien ce que je dis, car rien de ce que je dis ne sera contre la loi. Tout est dans la République, dans la laïcité, l'unité de la France, et en même temps critique par rapport à un certain nombre de discours politiques qui, eux, feraient bien de se poser la question de savoir si tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils disent est proprement légal. L'illégalité n'est pas là où on le croit. Quand on interdit de parole un certain nombre de personnes au nom de la liberté d'expression, ça n'est pas nous qui dérogeons à la liberté de conscience et la liberté d'expression. Ce sont des certains nombres de politiques qui travaillent contre le droit et qui travaillent contre l'identité française. Et si nous parlons aujourd'hui, c'est pour rappeler à la France, prenez bien au sérieux ce que nous disons. Ce que nous disons, c'est que nous sommes des agents de réconciliation entre les grandes valeurs de la France et les pratiques quotidiennes. Nous ne sommes pas là pour déclarer une quelconque guerre que nous ne voulons pas. Nous sommes des agents de paix. Et la meilleure des paix, c'est d'appliquer les principes que l'on prêche. Dont celui de la liberté d'expression. Dont celui de l'égalité des femmes et des hommes devant la loi et de tous les citoyens devant la loi. Et donc, ayant dit cela, la clarification, elle passe aussi par le langage. Et ce que Michel Foucault disait avec force, le langage est du pouvoir, qui donne les définitions, qui change les définitions, qui fait évoluer les appellations, et celui qui a le pouvoir. Raison pour laquelle il faut se réapproprier de façon ferme, de façon claire, de façon construite, de façon intellectuelle, raisonnable et rationnelle, la terminologie que l'on emploie contre la confusion qui s'installe. Et ça, c'est aussi votre responsabilité en tant que citoyen, votre responsabilité en tant que femme et homme français, avec une confession musulmane, ou que vous soyez chrétien, ou que vous soyez juif, ou que vous soyez athée, ou que vous soyez agnostique, ou que vous soyez bouddhiste, ou que vous soyez hindou, quelle que soit votre appartenance, vous avez le devoir de la clarté également dans l'engagement citoyen. Et donc, ce que je disais, le langage fait du pouvoir et un certain nombre de personnes nous imposent des catégories qu'il faut que nous revisitions et que nous rediscutions, celles dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en même temps, dans la nécessité de clarifier, il y a aussi le courage de se positionner. Aujourd'hui, en Occident, je ne sais pas si vous suivez les préparatifs de l'élection présidentielle aux États-Unis, mais je peux vous dire que ça fait peur. Non pas le contenu seulement du discours, mais le niveau du discours. Le niveau qui réussit à avoir un impact sur la population quand un des candidats à la présidentielle, milliardaire, réussit à gagner en nombre de votes en annonçant qu'il faut interdire l'entrée des musulmans sur le territoire américain. Quand il a un discours qui est un discours d'exclusion. Et ce dont nous apercevons, c'est que le discours politique à travers le monde d'ailleurs, même dans les sociétés majoritairement musulmanes, l'Occident n'a pas le privilège du délitement du discours politique, de l'appauvrissement du discours politique. Ça fait peur de voir des politiques en arriver en réponse à tout ce qui doit être fait pour la lutte contre l'extrémisme violent, les dérapages que certains jeunes peuvent vivre en partant en Syrie, de ce qui est en train de se passer en Syrie, en Irak, de nous dire la réponse, c'est plus de sécurité, déchéance de la nationalité. Ça fait peur de voir des politiques répondre à des sujets aussi sérieux, si profonds, par du symbole. Et quand on leur dit, mais ça va changer quoi ce que vous faites? Eh bien rien, c'est un symbole. Et ils le savent. Même ceux qui se sont enfermés dans ce débat savent que ce n'est qu'un symbole. Aujourd'hui, le vivre ensemble a besoin d'autre chose que de symboles. L'élection de Barack Obama, il y a presque 8 ans, à la tête des États-Unis, qui était formidable d'espérance pour l'égalité entre tous les citoyens, noirs, blancs, latinos, n'a rien donné. Ce fut un symbole. Où est la réalité ? Quand vous êtes un citoyen noir à l'heure d'Obama, vous avez 4 fois à 5 fois plus la possibilité de finir en
condamné à mort qu'un blanc et qui est riche. Ça n'a rien changé. Le symbole, ce n'est pas ce qui fait changer les sociétés. Ça peut aider à évoluer les mentalités, mais c'est la politique quotidienne. On veut voir des partis politiques aujourd'hui travailler sur le local, sur le national, à la vraie justice sociale, au vivre ensemble, à l'acceptation aujourd'hui que la France, elle est plurielle, elle a plusieurs religions, elle a parfois 100 religions, mais elle a un avenir commun. Et il faut que nous puissions rendre compte de cela avec force et détermination. Et donc, la nécessité de clarifier et de se rapproprier les propos. Alors, de l'intérieur, assez rapidement, pour qu'on puisse avancer dans la réflexion. D'abord, il faut que nous disions une chose, et là, il faut que nous nous regardions, nous, en face. Parce que, qui d'entre nous, aujourd'hui, a le droit de dire de quelqu'un qu'il est musulman ou qu'il n'est pas musulman? Aujourd'hui, avec force et détermination, contre tout ce qui peut se dire au Moyen-Orient, que ce soit des chouyours ou que ce soit des autorités religieuses qu'on peut respecter pour certaines de leurs pensées, mais quand aujourd'hui certains tombent dans le piège de nous dire qu'il y a des sunnites d'un côté, que les chiites sont dangereux, qu'il y a des chiites d'un côté, que les sunnites sont dangereux, il faut que nous répondions de la France où nous sommes, de l'Occident où nous sommes, chiites, sunnites sont musulmans et nous respectons toute personne qui se dit musulmane et c'est ceci qui est déterminant pour nous. Nous ne mettons pas quelqu'un dehors de l'islam ou à l'intérieur de l'islam, ça ne nous est pas donné, nous ne sommes pas autorisés à le faire. Nous pouvons avoir des divergences politiques, nous pouvons considérer la Syrie comme étant un élément où la discussion sur le plan politique, je pense avec force et détermination que Bachar el-Assad est un dictateur, qu'il doit quitter le pouvoir. Et j'entends de l'autre côté des chiites et des gens qui sont de notre plan politique me dire non, il doit rester. Je ne laisserai jamais mon opposition politique à leur politique faire dire qu'ils ne sont pas musulmans et les sortir de la tradition. Jamais. Et aujourd'hui, c'est un discours que nous devons dire avec force. Ne pas nous laisser entraîner dans ce type de division extrêmement mauvaise, extrêmement grave. Et ça m'amène également à dire, donc ici, que nous avons une diversité acceptée. Nous avons une diversité acceptée et dans la réalité, nous avons une diversité acceptée entre musulmans et que nous devons véritablement, quand nous disons qu'elle est acceptée, nous devons la vivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons, aujourd'hui en France, réapproprier cette appartenance en disant nous avons besoin d'un dialogue intracommunautaire, entre nous. Nous avons besoin, et j'ai vu récemment qu'il y a des ouvertures entre des tendances et des courants et des organisations, c'est impératif de faire en sorte que les Algériens d'origine, que les Marocains d'origine, que les Turcs d'origine, que les Maliens d'origine, que les Ivoiriens d'origine, que tous ceux qui sont d'origine étrangère, ajoutés à cela les convertis français à l'islam, entrent dans un débat et dans une discussion et dans un respect mutuel, qui se voient, qui se disent et qui se vivent. Non pas simplement ce soir ici parce que c'est facile, mais dans le quotidien, sur le plan local. Nous avons à faire ce travail, c'est un impératif. Et toutes ces personnes, ces femmes et ces hommes sont musulmanes et sont musulmans. Ça, le dialogue intracommunautaire, je l'ai dit, entre les sunnites et les chiites, et ça, c'est une diversité acceptée. Nous avons une diversité culturelle. Et la France est une culture maintenant musulmane. La France, l'islam est une religion française. Et donc la France est une des cultures musulmanes. Vous avez la capacité, l'autorité culturelle de faire que la culture française, elle soit considérée comme une culture musulmane parmi les cultures musulmanes, et tout ce qui est bon en France, tout ce qui est ouvert à la France, tout ce qui est ouvert à votre expression de votre islam est français. Le français est une langue de l'islam. La culture française est une des cultures de l'islam. Et il faut le dire avec force et le vivre avec détermination. Mais ce n'est pas terminé. Ce qu'il faut de ce point de vue-là, c'est aussi ajouter qu'il y a de l'inacceptable. Alors il y a une chose que j'ai dite sur Facebook ou que j'ai dite dans des médias à l'étranger, j'ai pu le dire en Angleterre et qui a été mal compris ou compris superficiellement. J'ai dit qu'il y a la diversité acceptée et il faut que nous expliquions ce que cela veut dire. Qu'il y a aujourd'hui en France des interprétations islamiques qui sont acceptées. Il y a des interprétations littérales, il y a des interprétations traditionnelles, il y a des interprétations réformistes, il y a des interprétations mystiques, il y a des interprétations rationalistes. Toutes ces interprétations sont le bienvenu. Elles sont à l'intérieur de l'islam l'expression de la diversité acceptée. Et maintenant, il y a aussi des choses qui sont inacceptables.
Quand aujourd'hui, au nom de l'islam, un certain nombre de femmes et d'hommes disent et affirment qu'on peut tuer des innocents, qu'on peut s'en prendre à des musulmans ou à des personnes qui ne sont pas musulmanes, qu'on peut tuer, qu'on peut torturer, qu'on peut exécuter, à l'image de ce que fait Daesh aujourd'hui en Syrie ou en Irak. Nous avons l'obligation morale, le devoir intellectuel de dire ceci est contre le message, nous ne l'acceptons pas, nous le condamnons et nous le combattrons. C'est notre nécessité. Et comprenez bien également, à tous ceux qui veulent faire de la confusion, parce qu'on a des autorités politiques qui discutent avec les princes et les rois des traditions salafis et qui viennent nous dire ici que les salafis sont dangereux. Il faudrait quand même que ce soit vous qui réglez vos contradictions. Ce n'est pas nous qui parlons avec les chefs d'État de la production. Et nous, ce que nous disons ici, c'est que nous pouvons ne pas être d'accord avec les littéralistes. Mais attention, un littéraliste n'est pas un violent extrémiste. Et jusqu'à preuve du contraire, chiffres à l'appui, en Angleterre, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Espagne, montrez-nous les chiffres. Combien de ceux qui sont dans l'extrémisme violent sont issus d'une radicalisation directement liée au littéralisme? Pas beaucoup. La majorité des jeunes qui ont versé dans la violence radicale ont versé dans une violence radicale, dans une expression de la pratique religieuse de 2 mois à 3 mois à 6 mois avant. Donc l'idée d'une radicalisation par le littéralisme ne tient pas à l'étude des faits. C'est de la construction, ceci. Aujourd'hui, j'ai, pour ce qui me concerne, des différends majeurs avec les littéralistes. Et j'en fais la critique de la lecture littéraliste qui isole les musulmans. Oui, mais je ne me donne pas le droit de commencer à confondre tout le monde. Par contre, donc c'est une des expressions que j'accepte, avec laquelle je ne suis pas d'accord, mais donc j'accepte le dialogue. Ça ne me donne pas, je ne les confonds pas avec les extrémistes violents dont je dis avec force, les musulmans, vous ne pouvez pas dire ça n'a rien à voir avec l'islam. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. Dès qu'un homme, dès qu'une femme cite le Coran, au nom de ce même Coran, nous devons nous lever et faire ce que le prophète ﷺ nous a dit. Aide ton frère, qu'il soit juste ou injuste. Si tu es injuste, je me lève et je te dis non, je n'accepterai pas que tu fasses au nom de mon message ce que tu fais. Condamnation déterminée et définitive de tous les actes qui se passent en Syrie, en Irak, ou au Nigeria, ou à travers le monde. En même temps que nous disons cela, nous condamnons leurs actes, mais il n'est donné à personne ici de dire ce ne sont pas des musulmans. De quel droit tu dis qu'une personne n'est pas musulmane? Tu peux dire que tu condamnes ce qu'elle fait. Quant à ce qu'elle est, c'est elle et Dieu. C'est pas à nous de mettre les gens à l'intérieur. On va pas faire avec eux ce qu'ils font avec nous. Eux, ils disent de nous, on est sortis de l'islam. Nous, on dit d'eux, vous êtes musulmans, mais vous agissez comme des personnes qui contredisent tous les enseignements de l'islam. Et nous vous combattrons pour ça, et nous nous lèverons pour ça, et nous ne nous tairons jamais pour ça. Ça, c'est une position qui clarifie ce qu'est la diversité acceptée, et là où il y a une limite, là où on n'entre plus, on joue plus, on condamne et on se lève. On condamne et on combat, c'est-à-dire que c'est un vrai combat intellectuel, c'est un vrai combat quotidien, c'est un combat contre lequel il faut être clair. Ça veut dire que tous les jeunes qui vont sur Internet, qui se laissent embobiner par ceux qui sont des professionnels de l'accaparement, de l'attraction sur Internet, il faut qu'on y soit, il faut qu'on soit présent pour lutter contre ceci. Ceci, c'est une lutte intellectuelle. Ça s'appelle comment ? Contrairement au djihadisme et à l'usage du djihadisme de façon absolument inacceptable, c'est un djihad intellectuel. Avec les arguments de l'intelligence, avec les arguments de la raisonnabilité, nous allons refuser et combattre ces interprétations-là. Et donc ici, il faut ajouter à cela, et c'est ce que j'ai fait, moi j'ai passé mon temps à reprendre, là dans le dernier bouquin, 500 mots avec leur définition, en reprenant djihad, qu'est-ce que ça veut dire, sharia, qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'il faut faire un travail de défrichage terminologique. Et le djihadisme tel qu'ils le font n'a rien à voir avec l'expression du djihad. L'expression du djihad, il a 80 occurrences. C'est le djihad du cœur contre ses propres errances, contre sa propre violence. Puis ensuite, le djihad, c'est résister et réformer. Dans la résistance, on est contre, et dans la réforme, on est pour. Alors par exemple, dans la résistance, on est un djihad contre la pauvreté, contre l'analphabétisme, contre l'injustice, contre les discriminations, contre le racisme. Tout ça, c'est des djihads. Il faut appeler tous nos concitoyens avec nous, comme l'abbé Pierre l'avait fait. L'abbé Pierre, quand j'étais allé le visiter avec des élèves, il avait mes élèves autour de lui, à l'époque où j'étais enseignant de lycée, et il a dit « Je vous appelle à la guerre contre la pauvreté ». La guerre contre la pauvreté. Une vraie guerre de la dignité humaine. Et nous, le djihad, c'est ça. C'est contre la pauvreté, contre l'injustice. Et en plus, c'est un djihad pour. Pourquoi ?
la dignité humaine, la liberté, la justice sociale. Nous sommes pour ces djihad-là. Hier, avant-hier, j'étais à Maubeuge, je cite un verset du Coran, je dis « La ikraha fi din », un djihad pour la liberté. La journaliste entend ça, il dit « Pas de contrainte en religieux, pas de contrainte en religieux, pas de contrainte en religion, dans le fait religieux, un discours ambigu. » Attendez, c'est ambigu ce que je viens de dire ou c'est tes oreilles qui ont de l'ambiguïté internée? C'est quoi? Il est où le problème? De tous ceux qui nous disent « Vous avez un double discours », il est où? C'est-à-dire le problème c'est votre écoute, c'est pas ce que l'on dit. Donc à partir d'un certain moment ici, sur cette question du djihad, il faut aussi que nous soyons extrêmement clairs. Et ça veut dire que dans des situations de guerre, il faut qu'on l'affirme. Il y a une éthique de la guerre. Et il y a des résistances qui sont légitimes. Là aussi, il faut qu'on nous le dise. Il ne faut pas qu'on nous dise, pour être français, vous avez la taire sur tout. Vous n'allez plus avoir de discours critiques sur la politique internationale et la politique intérieure. Mais non. Si on est vraiment français, au nom de la liberté d'expression, on va pouvoir parler de tout, libre, assuré, confiant, assuré de notre citoyenneté. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous condamnons tous ceux qui sont dans la violence et qui tuent, nous savons aussi faire la différence entre les résistances légitimes. Et les résistances légitimes, ce ne sont pas des violences qu'on peut comparer. Ah, c'est Sharon qui, tout de suite après 2001, ose dire à la face du monde, quand ils sont allés tuer des gens dans le World Trade Center et qu'ils ont tué, il dit, ah ben vous voyez, vous avez, vos terroristes comme nous avons Yasser Arafat. Ah, le résistant Yasser Arafat, il est le même que ceux qui ont tué. Mais non, ça c'est de la manipulation politique. Parce que ce que nous disons avec force, c'est que tous ceux qui ont sauvé la France, tous ceux qui étaient dans la résistance française, ce sont les justes de la France. Ceux de mon pays en Suisse qui ont refusé de ne pas laisser entrer les juifs quand tout le monde voulait les renvoyer à l'extermination, ceux-ci, ce sont les justes. Ce sont des vrais résistants. Il y a des résistances légitimes. La résistance légitime, ce que nous disons, c'est qu'elle doit utiliser des moyens éthiques et légitimes. On ne tue pas des innocents, on ne tue pas des femmes, on ne tue pas des enfants, on ne tue pas, et on ne tue pas les innocents, même les religieux, et on ne s'en prend pas à la nature. Ça c'est l'éthique musulmane, ça c'est l'éthique de la guerre. Mais quand on vient et qu'on veut vous exterminer, nous devons dire avec force que nous avons le droit de résister et qu'on ne confondra pas les horreurs des uns avec la résistance légitime des autres. Et que ceux qui ont envie de nous embrouiller là-dessus, qui aimeraient, pour que nous soyons des musulmans libéraux, que nous nous taisions sur les injustices en Afrique, ou au Rwanda, ou au Tibet, ou en Palestine, eh bien nous leur dirons non, nous ne nous tairons pas. La dignité de notre citoyenneté, c'est d'être du côté des opprimés. Qui nous le dit? Notre conscience. Qui nous le dit? Notre religion. Qui nous le dit? Notre citoyenneté française. C'est ça les valeurs que nous défendons. Et si vous les oubliez, nous vous les rappellerons. Ça, c'est une démarche qui est particulièrement importante aussi dans la clarification de qui nous soutenons. Et je vous le dis pourquoi? Parce que ceux d'entre vous qui pensent que tout ce qui va concerner notre citoyenneté est lié à ce qui se passe à l'intérieur des frontières nationales, vous n'avez pas compris. Il y a aujourd'hui une relation très très claire entre la question nationale et la question internationale. Et nous devons clarifier nos positions internationales comme nos positions nationales. Nous sommes, où que cela soit, du côté des opprimés, dans les cités françaises, dans les villes françaises, comme dans les villes africaines, comme dans les sociétés africaines, comme au Moyen-Orient et comme en Asie et jusqu'en Chine. Nous sommes du côté des opprimés et notre voix est la voix des sans-voix. Ça fait partie de notre citoyenneté, la façon dont nous le comprenons. Et donc, cela veut dire aussi que dans notre engagement, nous avons à être clairs de ce point de vue-là sur cette démarche. Ensuite, il y a un certain nombre de personnes qui continuent. Vous savez, quand vous posez des questions, on est légitimé à poser des questions. Et un certain nombre de personnes sont en train de nous dire systématiquement, et en particulier, c'est vrai sur la question de l'UOIF, je vise avec ça depuis 25 ans, systématiquement, dès qu'il se passe quelque chose dans une organisation, ah, attention, ce sont les frères musulmans. J'aimerais répondre à ça maintenant et que ça suffit. Qu'il y ait eu une influence historique, qu'il y ait des personnes qui soient venues des pays qui étaient des pays où il y avait un mouvement de pensée, personne ne le nie. Que sur les 25 dernières années, 30 dernières années, nous ayons évolué, que nous ayons
acclimater, considérer notre pensée dans le pays et que maintenant c'est une pensée qui soit ici, en France, pour nous, de façon complètement autonome, tout le monde doit de ce point de vue-là le reconnaître. Mais ceux qui systématiquement sont en train de vouloir associer toute expression d'un islam qui est un islam apaisé, un islam assumé, un islam cohérent sur le terrain, on a envie de leur dire, mais en fait c'est pas nous les complotistes. C'est vous qu'entretenez dans tout ce que nous faisons l'idée qu'il y a un complot, qu'on a un double discours. Et quand certains sont en train et viennent et ils vont citer à des moments donnés, ça m'est jamais arrivé par rapport à moi parce que alhamdoulilah, la voix elle est extrêmement claire et depuis 30 ans. Mais il y a un certain nombre de personnes qui ont pu dire des choses il y a 30 ans et qui ont évolué. Et il faut accepter cette évolution. On ne va pas systématiquement rappeler aux gens, vous avez dit ça il y a 30 ans, parce qu'alors si c'est le cas, on va le faire avec vous, messieurs les politiques. On va vous rappeler que certains d'entre vous, socialistes, vous fûtes trotskistes, que vous fûtes presque staliniens, que vous avez accepté la colonisation, que vous avez accepté la politique en France, la France-Afrique, que vous vous êtes tués au Rwanda, que vous n'avez rien dit au Burkina Faso. On va vous rappeler votre silence. Vous voulez qu'on vous rappelle encore mieux que cela ? Parce qu'aujourd'hui vous célébrez avec le monde entier Mandela qui est l'icône de la liberté, mais pendant combien d'années le gouvernement français a fricoté avec le gouvernement d'apartheid sud-africain ? Vous voulez qu'on vous rappelle le passé ou vous avez évolué ? Vous avez évolué et on accepte votre évolution. On espère que c'est une vraie évolution. Et de ce point de vue-là, acceptez l'évolution de la pensée des autres. Il n'y a pas que vous qui ayez le privilège de l'évolution de la pensée. Tout le monde évolue et c'est une bonne chose. Donc, ayant dit cela, ça nous permet aussi à un moment donné de dire maintenant il va falloir nous écouter et faire un vrai travail à partir de ce que nous disons et de la façon dont nous nous considérons. Et donc, une fois qu'on a mis en évidence ce que j'ai dit par rapport à l'islam, ce que j'ai dit par rapport au djihad, ce que j'ai dit par rapport aux djihadistes et la clarification de ces propos, et à partir de là également, notre positionnement par rapport à l'autre série de terminologie. Tout ce que j'ai dit ici, c'était par rapport à la référence islamique. Maintenant, et pour aller vers la fin de mon propos, il y a toute une série de mots aussi qui doivent être clairs sur notre appartenance. Quand nous parlons de citoyenneté, nous sommes sérieux avec la question de la citoyenneté. Nous sommes sérieux avec la question de la citoyenneté et nous affirmons que le nous citoyen, et moi j'insiste là-dessus, certains n'avaient pas compris à l'époque quand il y avait 15 ans, je parlais de ce nouveau nous. Comment est-ce que nous disons nous comme citoyens d'un État? Et nous disons nous, et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est une citoyenneté qui soit égalitaire. Nous voulons l'application de la laïcité dans sa lettre et son esprit de façon égalitaire. Nous voulons de cette façon-là que la reconnaissance que nous avons du cadre légal et de la citoyenneté soit de ce point de vue-là appliquée de la même façon. Et que quand les politiques disent nous, ils comprennent que le nous, il est inclusif. Dans les derniers événements du 13 novembre, ceux qui ont tué, ils ont tué indifféremment tout le monde. Des Français de toute appartenance, de toute origine et de toute religion. Le nous des victimes doit être aussi le nous des citoyens. Et que toute réponse de l'État ou des médias qui entretiendraient la peur, aviverait la division et la fracture est la pire des réponses possibles. En fait, c'est exactement ce que veut Daesh. C'est exactement ce que veulent les extrémistes violents. Entretenir la peur, diviser les populations. Et quand la réponse, elle est l'état d'urgence, qui permet aujourd'hui, quand même vous rendre compte d'une chose, il y a un certain nombre de citoyens dans ce pays, ils étaient innocents, ils ont été assignés à résidence, ils ont perdu leur travail. Il y a eu des gens qui se sont fait mettre à terre devant leurs enfants et humiliés. Il y a des gens qui sont, au nom de la suspicion, établis dans des listes et ils n'ont rien fait. Cette injustice entretenue n'est pas l'expression de la citoyenneté dont on parle. L'état d'urgence, il a une seule fonction, c'est d'être temporaire et il doit cesser. Mais l'entretenir et le maintenir, ça veut dire que vous avez aujourd'hui, comme principe de la politique, entretenir la peur et établir la politique sécuritaire. Mais nous savons pourquoi.
Nous savons aujourd'hui ce qui est derrière tout cela. Le problème de tout ceci, ce sont des visées surtout électoralistes. Ce à quoi vous pensez, ce sont les prochaines élections. Nous, ce à quoi nous pensons, c'est le vivre ensemble réel. C'est la paix sociale réelle. C'est la citoyenneté réelle. Et nous le disons à tous les politiques. Si vous voulez vous disputer, si vous êtes si avide de pouvoir que vous en oubliez le bien pour la France, le futur de la France, eh bien, à partir d'un certain moment, ce n'est pas la France qui doit être prise en otage de vos conflits politiques. C'est peut-être à vous de vous questionner. La France a un grand besoin de renouveau de sa classe politique et de son discours politique, au-delà de ce petit calcul électoraliste. Et donc, notre citoyenneté, c'est une citoyenneté qui s'affirme, c'est une citoyenneté qui dit respecter la laïcité, qui l'affirme et qui la veut, qui demande à ce qu'il y ait une véritable politique sociale, qu'il y ait une politique urbaine, qu'il y ait un vrai travail sur le plan local, que les autorités entrent en communication avec leurs citoyens. La citoyenneté française, des Français de confession musulmane, demande à l'État de toute urgence de cesser de traiter la question de l'islam par ambassade interposée ou par capitale éloignée. La citoyenneté des Français de confession musulmane demande que l'État français également accompagne des processus qui doivent être endogènes de formation des imams et de la responsabilité religieuse ici en France par des Français de confession musulmane sans aucune intervention, que ce soit de l'État français ou de n'importe quel autre État. La citoyenneté française de confession musulmane demande et exige de toute urgence le rétablissement d'un dialogue entre l'État et les citoyens qui ne soit pas un dialogue qui vienne uniquement après les crises ou les attentats, un dialogue permanent, sérieux, cohérent et pluriel. Nul ici ne peut dire qu'il représente tous les musulmans, mais l'État doit parler avec toute la représentation des musulmans et jamais décider que celui-ci est libéral. Pourquoi est-ce qu'il serait libéral? Parce qu'il vous dit ce que l'on a envie d'entendre sur le foulard, ou parce qu'il se tait sur la Palestine, ou parce qu'il dîne aux idées du CRIF. Ah non, ça n'est pas la citoyenneté égale, c'est la citoyenneté conditionnelle, c'est la citoyenneté de complaisance, c'est un libéralisme de complaisance politique. Non, ce qui doit être, c'est l'indépendance et la reconnaissance de l'indépendance des musulmanes et des musulmans. Il faut juste me donner 5 minutes, d'accord? Parce que là, je sens que je suis... Alors, pour aller plus loin encore, nous affirmons également, dans la clarification du propos, qu'avec tous les intellectuels français, défenseurs de la laïcité dans la lettre et de son esprit, que nous voulons résister à tous ceux qui utilisent la laïcité à des fins anti-religieuses, et qui stigmatisent les musulmans et qui entretiennent un racisme au nom de la laïcité. Pour certains, la laïcité, c'est l'autre nom d'un racisme travesti, pour stigmatiser ou le religieux ou les musulmans. Eh bien, aujourd'hui, il faut que nous sortions de ce piège-là. Nous avons suffisamment d'intellectuels, suffisamment d'organisations. Et vous avez vu tout ce qui s'est passé. Le soutien qu'il y a eu, par exemple, par rapport à M. Bianco, qui a été mis en évidence. Et un soutien qui ne vient pas majoritairement de la population française de confession musulmane. C'est au-delà et qui met en évidence ce qu'on entendait avant-hier ou hier avec Jean Bobéro, mais tellement d'intellectuels en France qui mettent en évidence, attention, à ne pas faire aujourd'hui de la laïcité une laïcité à géométrie variable qui stigmatise une partie de la population. Alors nous le répétons, nous n'avons aucun problème avec la laïcité. Nous avons demandé depuis plus de 30 ans le respect de la loi française, l'acceptation de la loi française, l'appartenance à la France et la loyauté à la France, en voulant le bien pour la France. Et le bien pour la France, il passe par l'apaisement, le dialogue, la lutte contre la peur et contre tous les racismes. Si nous disons avec force ici que la responsabilité historique de la France, c'est de comprendre que la communauté musulmane française est la plus importante en termes de nombre de toutes les communautés religieuses musulmanes en Occident, que la majorité
que la France également trouve la communauté juive la plus importante d'Occident dans ce pays, la citoyenneté de confession musulmane et de confession juive doivent réussir la paix sociale. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas de ce qui se passe au Moyen-Orient, mais ça veut dire qu'ici, nous devons dire et affirmer non à l'antisémitisme. Nous serons les premiers à dire non à toute manifestation d'antisémitisme, non à l'islamophobie, non au racisme anti-noir, non au racisme contre les Roms, non à tous les types de racisme. Il n'y a aucune hiérarchie dans les racismes. Nous sommes là pour le dire et nous devons le travailler avec tous ceux qui sont de ce point de vue-là engagés pour l'égalité citoyenne, au nom de la laïcité bien comprise et non pas d'une idéologie de la laïcité qui aimerait en faire un instrument contre les religions. Et donc, ça m'amène ici à dire les deux derniers points sur lesquels j'aimerais insister. C'est que tout ceci, vous avez entendu, et vous comprendrez, pour beaucoup d'entre vous peuvent se dire, mais qu'est-ce qui dit dangereux? Tout ce que j'ai dit est dangereux. Pour ceux qui ont envie qu'on continue à se penser en victimes minoritaires et à être les bénis oui-oui, à se faire accepter. Moi, je n'ai pas vocation à me faire accepter par le gouvernement. Je n'ai pas de vocation à demander la permission. Un citoyen, il connaît ses responsabilités citoyennes et il parle à partir de ses droits citoyens. Et il dit aux politiques, nous sommes présents et nous n'accepterons jamais le discours victimaire. Bien sûr qu'il y a des victimes de racisme, bien sûr qu'il y a des victimes d'islamophobie ou d'antisémitisme, bien sûr qu'il y a des victimes de discrimination à l'emploi, mais il y a une différence entre être une victime et entretenir la mentalité victimaire. Nous ne sommes pas des victimes et nous allons nous battre. Et nous allons nous battre pour la première fois, vous allez le voir parce que ça vient sous vos yeux. Ça ne sera pas la communauté française ou les citoyens français de communauté de confession musulmane. Non, ce seront des citoyens français qui vont dépasser le clivage conventionnel et qui vont venir avec des chrétiens, avec des juifs, avec des athées et avec des agnostiques et on va travailler ensemble. Parce que ça vient maintenant, c'est sous nos yeux. Mais vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous qui êtes présents ici, faut cesser le discours victimaire, il faut cesser l'auto-isolement, il faut cesser de se penser contre. Aujourd'hui, il faut venir avec un projet de société, avec une vision pour la France. La France, elle a besoin de citoyens qui ont une vision. Donc au lieu de regarder le délitement du discours politique, l'indigence du discours intellectuel en France, c'est aujourd'hui qu'il faut venir, c'est aujourd'hui qu'il faut sortir, c'est aujourd'hui qu'il faut se faire entendre, c'est aujourd'hui qu'il faut développer des alliances citoyennes avec des femmes et des hommes qui ont bien compris ceci. Aujourd'hui, c'est la fin de cet isolement et ils le savent. Et si aujourd'hui c'est aussi crispé, rappelez-vous du proverbe africain. On ne commence à jeter des pierres sur un arbre que quand cet arbre porte ses fruits. Et contrairement à tout ce qu'on vous dit, contrairement à tout ce qu'on veut vous faire entrer dans la tête, l'intégration, ça ne marche pas, vous êtes un échec. En d'autres termes, vous ici, vous êtes l'expression d'un échec historique. Vous êtes un échec. Bienvenue au royaume de l'échec. Et la réalité, elle est tout autre. C'est qu'aujourd'hui, ce qui crispe, c'est que sur 30 ans, ça marche, qu'on va sortir, qu'on est en train de réussir, que ça va se faire, que ça se fait, que vous êtes aujourd'hui, vous parlez français comme les Français, vous respectez la loi comme les Français, vous êtes citoyens comme les Français, vous êtes sortis du ghetto social dans lequel on avait mis vos parents, vous êtes aujourd'hui présents dans tous les corps de métier, médecins, journalistes, footballeurs, artistes, partout vous êtes visibles, vous êtes trop visibles. C'est donc que ça a trop bien marché. Et donc aujourd'hui, il faut prendre ça à son compte, mais avec un discours qui soit un discours déterminé, qui soit un discours qui ne soit pas victimaire, qui soit un discours conscient, qui soit un discours clair. Et donc ça m'amène à cela. Ma conclusion, c'est la nécessité de ce discours clair. La nécessité du discours clair, elle va vous demander une chose. Mais nous le savons aujourd'hui. Ceux d'entre nous qui pensent qu'ils peuvent avoir un discours ici ou un discours là-bas, tout ça, c'est fini, ça. C'est aujourd'hui, il faut avoir ce discours clair partout. Raison pour laquelle ceux d'entre... Avant-hier, je suis à Maubeuge et puis la journaliste, elle dit, ce soir, il avait un discours policé. Mais je veux dire, c'est que son ignorance, c'était qu'elle n'était pas là hier, qu'elle n'était pas là il y a 25 ans. Ça fait 25 ans qu'elle ne sait pas ou quoi? Ça fait 25 ans qu'elle n'entend rien. Et donc nous, aujourd'hui, ce discours clair, il doit être un discours qui doit être structuré et qui doit connaître les priorités. Et je vous demande de faire très attention à une chose. Le disque d'être ouvert, ça ne veut pas dire de se perdre, c'est de se connaître
et de connaître avec qui l'on vit. C'est ce que dit. Vous savez, quand on répète, nous vous avons établi comme une religion du juste milieu. Dans un autre verset, nous vous avons établi en nation et tribu. Ce travail-là, il est très important. Et donc, c'est un appel aujourd'hui, et je vous le dis avec force. Moi, ce à quoi je vous appelle comme étant le premier élément de la résistance et de l'expression de votre présence citoyenne en France, c'est un djihad de l'éducation. De la consolidation intellectuelle, du vocabulaire, de l'expression. Au lieu qu'ils disent, il y a lui qui parle et il n'y a personne, il y en a énormément d'entre nous qui parlent. Maintenant, il faut que ce soit des centaines qui parlent. Il faut que toute cette génération, elle sorte, que vous preniez la parole, que des femmes parlent pour les femmes, qu'elles puissent dire avec force, ne nous réduisez pas au foulard. Nous, ce pourquoi nous nous battons, c'est quand on a les mêmes compétences, on veut le même salaire, et on veut du travail, et on veut être présent dans l'espace social. C'est vous qui nous contenez à l'extérieur. C'est vous qui êtes en train de nous réduire à un vêtement. Nous sommes plus que cela et nous sommes une présence aujourd'hui qui a montré sur les 25 dernières années que l'éducation des femmes en Occident fait que les femmes sont plus formées, plus présentes et habilitées à s'exprimer et à travailler et à vivre visiblement dans les sociétés occidentales. Ça aussi, il faut que ce soit votre engagement. Et donc, j'aimerais dire en même temps que s'il y a un vrai rempart à l'extrémisme violent, et je le dis, vous savez, avant-hier, sur la radio, à RTL, ils me disent « On dit que vous êtes un sous-marin de l'islam radical. » Un sous-marin. Je suis vraiment dans les profondeurs. Il y en a une qui vient dans une salle de cinéma, la lumière, elle est tamisée, le personnage des salles obscures. Mais vous êtes dans le délire. Le sous-marin de l'islam radical, ça fait 25 ans, et je lui dis « Mais vous pouvez me montrer un seul nom d'une personne qui est passée dans le radicalisme ou dans la violence extrémiste et qui a été formée par ce discours-là? Je vais vous dire, c'est même le contraire. Ce discours-là, ceux que tiennent aujourd'hui le terrain, les 250 organisations et mosquées de ceux qui sont de l'UOIF et des autres qui travaillent, c'est eux les remparts contre l'extrémisme violent. C'est pas vos mensonges, c'est pas votre manipulation, c'est pas ce discours médiatique qui entretient la peur. Vous entretenez la peur, ça veut dire les frustrations, ça veut dire des dérapages violents. Nous travaillons à la confiance, à l'éducation, à la structure sociale. Ce discours-là que je tiens depuis 25 ans, c'est le principal rempart à la violence et à la violence extrémiste. Bien entendu, un jour on m'a dit « Ah, Jamal Begal, il a été formé par toi. » Et il était dans la violence extrémiste. C'est allé jusqu'en Espagne où le juge a dit « Formé par Tariq Ramadan ». Il a fallu 8 ans pour que le garçon en prison dit « J'ai parlé sous la torture, en fait j'ai assisté à une demi-heure de sa conférence. » 10 ans pour relever le mensonge. Parce que la vérité, c'est que tout le monde le sait aujourd'hui. Ce discours-là, qui dit la fierté, qui dit l'assurance, qui dit aux gens ne vous cachez pas, qui dit soyez fiers de ce que vous êtes, osez parler, soyez présents, et ben c'est ça qui va lutter contre les frustrations. C'est ça le discours contre la frustration. C'est ce discours-là, et ceux des médias qui sont ici, ou des renseignements généraux, ils le savent. Ils le savent. Mais ils répètent le propos courant. Parce qu'il y a des idéologies dominantes dans ce pays, mais on lâchera rien. Et ça m'amène à vous dire une chose. Vous venez d'entendre un discours, et moi je l'assume complètement. Je ne pense pas que le ministre de l'Intérieur verra une once d'un discours illégal dans ce que j'ai dit. Je risque donc de pouvoir rentrer en France dans les prochains jours. Mais, sachez une chose, à ceux qui ont pensé que c'était une boutade, non, je vais vraiment devenir français, je vais faire l'amour. Vraiment. C'est pas une boutade. C'est un pays que je connais de l'intérieur et c'est un pays que je connais bien et je vais faire la demande. On va voir s'ils vont me refuser. Ils vont dire, cet homme-là est un sous-marin. Dernier élément. Non, s'il vous plaît. Parce que la sœur, elle attend, elle aimerait que je termine. Vous savez tout ce à quoi ça nous amène, la clarté et ce pourquoi aussi nous devons vraiment réfléchir ensemble. Est-ce que je peux vous demander, dans votre ouverture,
dans votre prise de parole, de faire attention à une chose. On vous a laissé penser parfois que pour être accepté par la société, vous devez vous taire davantage et faire preuve de peu de fierté. Je vous appelle à du courage. Ça ne va pas être facile, mais il faut du courage. Mais j'aimerais vous dire une chose sur les 30 dernières années. Qui aurait pu penser qu'on arriverait là où nous sommes? Il faut du courage. Donc tenez bon, parlez avec raisonnabilité, avec raison, et se rester raisonnable. Mais il faut être courageux. Nous avons besoin aujourd'hui de femmes et d'hommes, des citoyens français, d'ailleurs de confession musulmane, mais aussi on a envie de dire, moi je rencontre des journalistes, des fois à la fin de l'entretien, je dis, vous pouvez être un peu courageux? Et des citoyens qui sont chrétiens, ou qui sont juifs, ou qui sont athées, agnostiques, soyez un peu courageux. La France, en face de la classe politique et des médias, a besoin de courage. Soyez courageux autant que faire se peut. Mes derniers mots, c'est que vous avez entendu qu'il y a une campagne de soutien par le grand froid sur Gaza. La situation est terrible. Alors où on parle aujourd'hui de Daesh, on parle et on compte les morts, vous savez que c'est terrible ce qui se passe en Syrie, c'est terrible ce qui se passe en Irak, c'est terrible ce qui se passe au Yémen, et ce qui se passe à Gaza, dans le silence, est aussi terrible. On vous demande de participer financièrement, faites un effort de participation. J'avais promis d'apporter ma contribution pour vous le rappeler. Que Dieu vous aide, vous aime et vous garde. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.